Alors, bonjour à tous, donc bienvenue pour cette 10e édition des webinaires mensuels des métaspées en herbe. Nous vous rappelons que ce webinaire sera enregistré et mis en ligne sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nos intervenantes Agnès Lemaine et Florence Nicolet vont nous présenter le conservatoire de plantes à parfum, médicinales, aromatiques et industrielles de Milly-la-Forêt, son intérêt et ses enjeux. Agnès dispose d'un diplôme d'ingénieur agronome spécialisé dans la gestion, l'innovation et la performance dans les entreprises du vivant. Elle a commencé à travailler au Conservatoire national des plantes médicinales et aromatiques en 2013 en tant que responsable tourisme et pédagogie et est devenue directrice en 2017 du Conservatoire national des plantes de Milly-la-Forêt. Ses expériences en tant que consultante et chargée de projet lui ont permis de mettre en place de nombreuses études de marché, d'accompagner l'Association française des cueilleurs professionnels de plantes sauvages dans la mise en pratique de cueillette durable et de gérer un projet de développement de production d'huile essentielle biologique. Florence, quant à elle, est chercheuse au laboratoire de biotechnologie végétale appliquée aux plantes aromatiques et médicinales depuis 12 ans. Elle s'intéresse à la communication des plantes via des signaux chimiques, en particulier chez la lavande, la rose et le sabot de Vénus. En parallèle de son métier de chercheuse, Florence est enseignante à l'Université de Lyon-Saint-Étienne et responsable d'un master d'écologie et d'éthologie. Elle travaille avec de grandes entreprises dans divers secteurs comme la parfumerie, les cosmétiques ou encore les arômes et l'alimentation. Elle est, depuis 2019, présidente du Conservatoire national des plantes à parfum, médicinales et aromatiques. Donc, je vais maintenant laisser à nos deux intervenantes nous présenter les collections de plantes à parfum, aromatiques, médicinales et industrielles du CNPMAI. Allez, c'est moi qui vais commencer. Donc, Florence Nicolet. Alors, Agnès va partager. Donc, déjà, je tenais à remercier. C'est bon, ça a l'air d'être tout bon. Eh ben, écoutez, en tout cas, on est ravis de pouvoir vous présenter aujourd'hui donc, le conservatoire. Merci du coup au réseau MetaSP et puis aux organisateurs de nous donner la parole. Donc, en fait, on va effectuer une présentation à 3 voix, de 3 endroits différents, mais avec une seule présentation. Donc en fait, comme je rajoute du coup Sophie Kling qui n'a pas été présentée, mais qui va parler aussi pour présenter les collections de plantes, puisque c'est la responsable de la production des plantes au conservatoire. Alors, je vais souvent simplifier par conservatoire parce que forcément, plantes aromatiques, médicinales à parfum et industrielles, ça va être un peu long à chaque fois. Donc effectivement, le PPAM ou CNPMAI, voilà, c'est plus facile de réduire. Donc notre présentation, elle va être en 3 grands thèmes en fait. Le premier, donc moi je vais vous présenter en fait la filière de manière plus générale et puis le réseau PAM, donc je dirais le réseau plus large dans lequel s'inscrit finalement le conservatoire. Et puis ensuite Agnès et Sophie vous présenteront donc plutôt le conservatoire et ses collections. Et Agnès vous présentera les modalités d'accès à toutes ces ressources génétiques auxquelles vous pouvez accéder. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps, je vais juste changer de mode de vue, voilà. Donc, moi, ce que je voulais vous présenter, en fait, c'est prendre un peu de recul parce qu'en fait, on a du mal à comprendre parfois comment les choses s'organisent. Donc, vous avez ce qu'on appelle les instituts techniques agricoles qui sont en fait l'émanation, le réseau en fait qui est reconnu par les pouvoirs publics. Donc par le ministère de l'Agriculture. Et en fait, ces instituts techniques se rassemblent au sein de l'association de coordination technique et agricole, qui est donc l'ACTA. Donc en fait, ces instituts sont créés et pilotés par des agriculteurs. Ce sont des organismes de recherche appliqués qui sont en appui, un appui technique, d'expérimentation, d'expertise, de formation et d'information. Donc l'idée pour eux, c'est plutôt de créer et de diffuser du progrès technique en agriculture. Et comme les sujets sont complexes, ils sont souvent amenés à travailler, à faire des partenariats avec des acteurs de la recherche et du développement agricole. Alors, juste des éléments chiffrés pour vous représenter un petit peu le réseau ACTA. Vous avez donc 18 instituts techniques agricoles, ce qui représente à peu près 2200 collaborateurs.
un budget de 211 millions d'euros. Et là-dedans, vous voyez qu'il y a quand même 37 doctorats qui sont en cours de préparation. Et vous avez aussi 22 UMT, qui sont des unités mixtes technologiques, qui rassemblent en fait un institut technique avec soit une structure d'enseignement, soit en fait une structure de recherche, un laboratoire de recherche. Donc il est possible de créer en fait des unités qui rassemblent instituts techniques et structure de la recherche et de l'enseignement. Donc, juste pour vous donner quelques exemples, peut-être que vous en avez entendu parler de quelques-uns à travers vos recherches. Donc, vous avez par exemple l'Astrodor, qui est l'Institut technique de l'horticulture, Arvalis, du végétal de manière très très générale, qui est un très gros institut technique. Vous avez la valorisation des algues, les fruits et légumes, la forêt, l'Institut français de la vigne et du vin, et puis nous, ce qui va nous intéresser au sein des plantes médicinales, aromatiques et industrielles, notre institut technique, c'est ce qu'on appelle donc l'ITEPMAI, qui est donc un institut interprofessionnel. Donc c'est lui qui est habilité par le ministère. Et en fait, donc il s'intéresse à tout un ensemble de plantes. Voilà, merci. Donc, qui incluent, donc, comme je le disais, plantes à parfum aromatiques, médicinales, industrielles, et donc c'est aussi des plantes à fibres, les plantes tinctoriales, le chanvre thérapeutique, donc le CBD. Donc, en fait, vous avez une très, très grande diversité de plantes qui, comme vous le voyez en bas du schéma, ça concerne l'herboristerie, les plantes aromatiques, les tisanes, les compléments alimentaires, tout ce qui est homéopathique, les cosmétiques, l'aromathérapie, la parfumerie, les arômes alimentaires, les médicaments phytothérapeutiques, les médicaments allopathiques, donc effectivement avec plein de modes d'extraction, plein de modes d'utilisation. Donc en gros, c'est un institut technique qui effectivement est extrêmement diversifié par rapport au nombre de plantes en fait qui sont concernées. Donc, la filière qui travaille sur ces plantes, elle est constituée en fait de tout un ensemble de gens avec qui le conservatoire interagit et avec qui nous, en tant que chercheurs, on est amené à interagir. Donc, vous avez à la fois des organismes qui vont être en amont. Donc, Agnès parlait de l'association des cueilleurs, l'association des simples, par exemple. Vous avez un syndicat national, PAM de France, qui du coup représente l'ensemble des plantes, une interprofession qui, elle, est reconnue, mais qui ne concerne quasiment que les lavandes, qui est le CIHEF, des organismes interprofessionnels plutôt, je dirais, spécialisés sur certaines espèces, par exemple, comme Gentiana lutea, des organismes de défense et de gestion, donc qui vont défendre les AOP, qui vont défendre en fait certaines marques ou appellations. Et puis, vous allez avoir tout un réseau très dense d'entreprises à l'aval qui inclut du coup les syndicats, des syndicats, donc l'usage alimentaire, cosmétique, pharmaceutique, pardon, compléments alimentaires, parfumerie, etc. Et donc là-dedans, le réseau technique, donc dirigé par l'ITEPMAI, en fait, va avoir pour vocation finalement d'interagir avec l'ensemble de ses partenaires, et y compris du coup des chercheurs. Donc en fait, l'institut, il est composé finalement de trois autres entités qui travaillent en fait, qui sont adossées à l'ITEPMAI. Donc l'ITEPMAI, lui, est plutôt sur la recherche appliquée, finalisée sur les plantes cultivées. Il y a deux sites. Il y a un site à Angers qui concerne un peu l'ensemble des plantes médicinales de manière assez large, qui est un site un peu historique de plantes aromatiques, pardon, pas de plantes aromatiques, plutôt de plantes médicinales je suis en train de chercher de plantes alimentaires. Et puis, il y a le site de Montélimar, Montboucher-sur-Jabron, où là, c'est vraiment plus spécialisé justement sur les plantes aromatiques et à parfum. Donc, on retrouve la lavande, le thym, etc. Du coup, l'ITEPMAI, c'est vraiment plus de la recherche appliquée, donc beaucoup d'interactions avec les chercheurs, avec des gros projets de recherche. Donc c'est l'ITEPMAI qui souvent est porteur de ces projets qu'on appelle les projets CASDAR, de recherche appliquée. Un autre centre régionalisé qui travaille donc plus spécifiquement sur les lavandes, pardon,
Je perds ma voix. C'est donc le crier PAM qui lui est situé à Manosque. Pardon. Donc là, qui est beaucoup plus sur de l'expérimentation. Donc, ils ont du terrain, ils sont situés au milieu des producteurs de lavande. Et donc, eux, ils vont faire de la vente de plants sains par rapport aux problématiques de la vente, et puis plutôt du conseil agricole. Et donc là, on va parler plus spécifiquement du Conservatoire national des plantes médicinales, aromatiques et industrielles, qui est du coup basé à Milly-la-Forêt, dans le 91, dans l'Essonne, et qui du coup est plus à l'interface en fait entre plantes sauvages et plantes cultivées, et dont la mission est essentiellement donc de gérer, valoriser, conserver et faire découvrir les ressources génétiques des plantes à parfum médicinales aromatiques. Et du coup, je vais laisser la main à Agnès et Sophie pour vous présenter l'ensemble en fait, des collections qui vous seraient accessibles si vous êtes intéressés, si vous avez besoin de travailler sur des plantes sauvages ou cultivées. Merci Florence pour cette présentation. Donc, je suis Agnès Lemaine, donc directrice du conservatoire, et je vais vous présenter un petit peu de manière générale le conservatoire. Donc, comme l'a dit Florence, on est adossé à l'ITEPMAI, donc en fait, on a un organisme de recherche agronomique appliquée créé par et pour les professionnels de la filière PAM. Donc, on a été créé en 87, donc ça fait plus de 30 ans qu'on existe, autour de 3 missions principales qui sont la mise à disposition pour les utilisateurs d'un matériel végétal qui soit diversifié, bien identifié et adapté à leurs besoins, de participer à la sauvegarde du patrimoine sauvage de la flore médicinale de France métropolitaine et de la sensibilisation du grand public aux simples et à leurs usages. Donc pour ça, on a comme moyens humains et matériels on a une équipe de 7 salariés, un conseil d'administration qui compte 15 administrateurs, on a 230 adhérents et on est sur 4 hectares de terrain qui sont cultivés en bio, avec des serres et des tunnels et des bâtiments. Et donc, on a un budget de 500 000 € avec 50% qui proviennent de financement public, donc principalement du CASDAR France Agrimaire, mais aussi du CASDAR PNDAR qui nous vient grâce à l'adossement à l'ITEPMAI, et aussi des aides des collectivités territoriales et locales. Donc en fait, on a trois différents types de collections au conservatoire. La première collection, donc on les appelle les collections botaniques. Donc là, on pourrait considérer qu'il s'agit d'un espèce de jardin botanique spécialisé sur les PAM. Donc là, on s'intéresse à une diversité entre espèces pour environ 1500 espèces et variétés botaniques. Alors là, l'idée, c'est qu'on va mettre en culture sur nos parcelles qui sont aussi, des collections qui sont aussi ouvertes au public. Sur une parcelle d'1 mètre carré, on va mettre en culture les différentes espèces pour déjà obtenir un jeu de données agronomiques de base pour favoriser des programmes de mise en culture par les entreprises de l'aval ou les producteurs, mais aussi pour avoir un matériel de prémultiplication pour favoriser ces programmes. Donc finalement, l'idée, c'est de proposer un réservoir d'innovation pour la filière. Donc tant pour des petits producteurs ou des gros d'ailleurs qui voudraient développer des productions de niche, développer des nouvelles plantes plutôt en circuit court, que pour les chercheurs des entreprises de l'aval ou du public qui chercheraient à développer trouver de nouveaux actifs végétaux, ou pour les entreprises, relocaliser leur production ou développer des cultures de nouvelles plantes. Donc en fait, c'est issu de ces collections c'est sur la base de ces collections qu'on va proposer à notre catalogue des semences et plants que Sophie va vous présenter juste tout à l'heure. Donc là, on a environ 700 espèces et variétés au catalogue. Après, on a un deuxième type de collection qu'on appelle ressources génétiques, où là, on s'intéresse plutôt à la diversité au sein d'une espèce ou au sein d'un genre pour une quinzaine de genres et d'espèces d'intérêt économique pour la filière, c'est-à-dire des espèces qui sont d'une taille assez importante pour justifier la mise en place d'un programme de création variétale par les partenaires du réseau PAM.
par exemple la lavande, l'origan, le romarin. Donc pour chacune de ces espèces, au fil des années, on a acquis une diversité qu'on a ensuite mis en culture chez nous. On a mené des programmes de pré-évaluation et ensuite on fournit à nos partenaires les accessions, enfin le matériel végétal et les données associées pour leur permettre de mener des programmes de création variétale. Et derrière, on conserve les individus élites et les parents des variétés. Et donc, on a un dernier volet d'action autour des plantes menacées. Donc là, on a un jardin, ça se concrétise autour d'un jardin qui comporte une centaine de PAM rares et menacées de France métropolitaine. Et on a aussi une collection avec 180 espèces de messicoles sous forme de semences, plutôt d'Île-de-France. Donc là, l'idée, c'est vraiment de préserver le patrimoine sauvage des PAM de France métropolitaine, tant pour éviter leur disparition quand elles sont vraiment menacées, que pour aussi permettre le développement de cultures plutôt que la cueillette, quand la cueillette est une activité qui va peser sur la ressource sauvage de l'espèce. Donc là, c'est une activité qui est plutôt destinée aux cueilleurs de plantes sauvages, aux entreprises utilisatrices, aux conservatoires botaniques nationaux, mais aussi au grand public, puisque ces collections sont ouvertes au public. Donc, je vais ensuite laisser la main à Sophie pour qu'elle présente un petit peu plus dans le détail ce qu'on peut trouver dans ces collections et que vous puissiez voir ce qui pourrait vous y intéresser. Merci Agnès. Donc, moi, je suis Sophie Kling et je travaille au conservatoire en tant que responsable de la gestion des collections et de l'activité de production de semences et plants. Parce que comme l'a dit Agnès, au-delà de notre activité de conservatoire et donc des activités de conservation, de collection et de ressources, on a aussi une activité de production de jeunes plants et de semences. Donc Agnès l'a présenté, on a une collection botanique qui comporte 1500 taxons et parmi ces 1500 taxons, on en a sélectionné 700 qui font partie de notre catalogue qui est actualisé tous les ans et qui offre une diversité de plantes médicinales, aromatiques, à parfum, industriels. Donc là, c'était difficile de sélectionner des exemples parmi ces 700 espèces. Mais on a des plantes médicinales très classiques comme les échinacées, donc les 3 espèces, Angustifolia, Pallida et Purpurea. Des espèces assez communes qu'on peut retrouver dans la nature, mais qui sont très utilisées aussi comme plantes médicinales, l'Achillée millefeuille. Et des espèces aromatiques, comme par exemple l'estragon. Petit aparté, Milly-la-Forêt est la première région de production d'estragon au monde. Donc, comment est-ce qu'on a sélectionné... tu peux laisser la diapo d'avant, Agnès, s'il te plaît. Pour sélectionner les 700 espèces du catalogue, en fait, on a choisi les espèces qui étaient à la fois le plus demandées par nos clients, donc que ce soit des producteurs ou des entreprises utilisatrices, et aussi des espèces pour lesquelles on avait un stock suffisant en semences et en plants pour pouvoir répondre à la demande. Donc, c'est un catalogue qui évolue finalement au fur et à mesure des années et au fur et à mesure de l'avancée de la filière et des demandes des utilisateurs. Tu peux passer la diapo suivante. Donc là, on a isolé 700 taxons qui sont présents dans le catalogue, mais on a aussi du coup d'autres ressources qui ne sont pas forcément visibles dans le catalogue, mais qui peuvent être accessibles et qu'on peut ranger en différentes catégories, différentes thématiques. Donc, on a par exemple une gamme de plantes à fibres avec de l'ortie, Abelmoschus moscatus ou alors le lin. On a aussi des espèces de plantes toxiques ou de plantes magiques, plantes de sorcières, qui peuvent être utilisées justement pour l'extraction de molécules intéressantes. Donc la belladone, Iociamus niger ou encore Aconitum napellus par exemple. On a ensuite des plantes traditionnelles de cueillette, puisqu'on travaille aussi en collaboration avec l'Association française des cueilleurs de plantes sauvages. Donc, on travaille avec cette structure associative pour accompagner les cueilleurs dans leur pratique de cueillette. Donc là, on peut citer la reine des prés, le coucou des bois ou encore l'ail des ours, qui sont des plantes traditionnelles de cueillette françaises. On a ensuite des plantes à huile, donc que ce soit de l'huile végétale comme le calendula ou l'onagre, la mauve aussi, et également des plantes à huile essentielle. Je n'ai pas mis les exemples ici, mais il y a bien sûr la lavande ou le lavandin, qui sont les plantes à parfum et utilisées en huile essentielle les plus cultivées en France.
La catégorie suivante, c'est justement les plantes à parfum. Donc, on a la sauge clarée qui est utilisée principalement pour une de ces molécules qui sert de fixateur dans les parfums. Les 2 iris utilisés traditionnellement dans la parfumerie française, donc là, c'est l'exemple de l'iris germanica var florentina, ou des espèces un petit peu moins connues, mais également utilisées en parfumerie, comme le Tagetes minuta. On a ensuite une gamme de plantes qui étaient traditionnellement utilisées au Moyen-Âge, qui peuvent être utilisées et qui nous sont demandées par des associations qui essayent de reconstruire des jardins de simples dans des abbayes, par exemple. Donc, ils cherchent ce genre de plantes. On peut citer l'Artemisia abrotanum lorogne mâle, la sauge officinale ou encore la guimauve. On a ensuite toute une gamme de plantes colorantes ou tinctoriales, donc qui ont été utilisées avant pour réaliser des teintures et qui sont aujourd'hui un petit peu à la mode pour justement la teinture végétale. Donc on peut citer le Polygonum tinctorum qui permet de faire du bleu indigo, le safran, Crocus sativus, qui est aussi une plante tinctoriale au-delà de son aspect aromatique et plante à épices, et puis bien sûr la garance, le Rubia tinctorum. On a également dans nos jardins visitables pour le public des parcelles qui sont destinées à des plantes médicinales de différentes régions du monde. Donc on a notamment une collection de plantes médicinales nord-américaines qui sont peut-être moins connues en France, mais qui ont justement des propriétés et qui sont utilisées traditionnellement dans d'autres régions du monde et qui se sont relativement bien adaptées à notre terroir et qu'on arrive à cultiver ici. Donc on a Grindelia robusta, la monarde ou encore l'iris du Missouri. De la même façon, la catégorie suivante, ce sont des plantes médicinales chinoises, où là, on peut citer la baselle, qui est aussi une plante aromatique et condimentaire, hein, puisqu'on peut consommer les feuilles, le Lithospermum officinal ou encore l'impatiens balsamina. On a ensuite une autre catégorie, donc les plantes médicinales méditerranéennes, où là, elles ont été acquises en prospectant sur tout le pourtour méditerranéen. Donc des plantes communes, mais aussi un petit peu moins connues. On peut citer la santoline, l'inule fétide à odeur agréable, dite Trichia viscosa, ou alors l'hysope officinale, très utilisée comme plante médicinale. Enfin, une dernière catégorie que j'ai présentée ici, c'est les plantes médicinales de montagne, où là, j'ai mis comme exemple donc, l'Edelweiss, Leontopodium nivalis, Geum rivalé ou encore la bistorte officinale. Donc là, j'ai cité certaines thématiques, mais on a encore d'autres catégories de plantes. Finalement, parmi nos 1500 taxons disponibles, on pourrait les regrouper dans beaucoup plus de catégories. Là, j'ai essayé de citer les principales. Et en plus de tout ça, on a aussi une collection d'espèces tropicales et d'espèces ligneuses qui peuvent être accessibles justement sur demande. Je vais maintenant faire un petit focus sur la deuxième catégorie de plantes que vous avez présentée à Agnès tout à l'heure. Il s'agit donc des ressources génétiques qui sont des collections qui illustrent la diversité génétique au sein d'un genre ou d'une espèce et qui ont été acquises par prospection dans la nature principalement pour répondre à des besoins de programmes de sélection variétale principalement. Donc actuellement, on a 20 collections de ressources génétiques sous forme de plants ou semences. Donc, dans la catégorie des plantes aromatiques, on a une collection de basilic, donc une collection générique d'ocimum, une collection de ciboulette. Ensuite, tu peux passer assez vite, une collection sur l'hysope, sur les origans, la menthe, la livèche, le romarin, la sauge et le thym. Donc, pour ces collections, c'est pour les collections de livèche et de ciboulette, principalement des collections sur l'espèce Allium chenophrasum et Levisticum officinal. Par contre, pour les autres collections, ce sont des collections plutôt génériques, où là, on a différentes espèces au sein de chacune des collections. Dans la catégorie des plantes médicinales, on a ensuite une collection d'Arnica des montagnes et d'Arnica camissonis, une collection de mélisse, de valériane et de pyrètre. Et enfin, dans la dernière catégorie, la collection des plantes à parfum, on a une collection d'Immortelle d'Italie et puis
des grosses collections de lavande. Donc là, c'est une collection de lavande générique, donc pareil, qui illustre la diversité des espèces au sein du genre Lavandula. Une collection de lavande vraie, Lavandula angustifolia, sous-espèce angustifolia, et de lavande aspic, et une collection de lavandin, qui est donc un hybride entre la lavande vraie et la lavande aspic. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, j'ai donné des exemples d'utilisation de ces ressources génétiques. Donc là, je me suis basée sur notre collection de sauge, donc qui contient 36 espèces et donc au total 216 accessions. Donc à l'origine, cette collection a été constituée pour répondre à un besoin de l'ITEPMAI dans un programme d'amélioration génétique et de création variétale sur la sauge officinale pour la production de feuilles et d'huiles essentielles dans les années 87 à 95 pour répondre à des besoins des producteurs. Donc, dans le cadre de ce travail, le conservatoire a mené des campagnes de prospection dans la nature et a récolté 37 populations différentes, chaque population provenant d'une même station géographique et d'un même lieu géographique. Ces populations ont été mises en conservation et évaluées. Et ensuite, on a évalué au sein même d'une population des individus uniques qui étaient intéressants au niveau des caractères morphologiques, agronomiques et de la qualité des huiles essentielles. Et ensuite, cette sélection-là a été transmise à l'ITEPMAI qui a pu réaliser un travail de sélection pour aboutir à la création de la variété Salvilia 1 avec un profil d'huile essentielle riche en thuone qui était le profil recherché par les producteurs. Et donc, depuis la création de cette variété, le conservatoire, comme l'a dit Agnès, conserve les populations élites, les individus intéressants, dans un souci de traçabilité des parents de la variété créée. Une deuxième utilisation de cette collection de sauge, c'est une approche ciblée sur une molécule. On a été contacté en 2020 par une entreprise qui était intéressée par notre collection de sauge dans le but de trouver une molécule qui est d'habitude extraite du romarin. Et donc, l'entreprise cherche à diversifier son approvisionnement en cette molécule intéressante. Donc, ils nous ont contactés pour utiliser notre collection de sauge et pouvoir voir s'ils arrivaient à trouver une accession pour laquelle la concentration dans la molécule qui les intéressait était suffisante pour eux. Donc, on a pu leur envoyer 3 grammes de feuilles sèches de chacune de nos accessions de sauge. Donc, ça représentait 53 échantillons qu'ils ont pu analyser. Et donc, finalement, 4 accessions se sont révélées être intéressantes par rapport à la teneur en cette molécule recherchée. Donc là, des analyses complémentaires sont en cours pour ensuite continuer à travailler sur ces ressources-là et potentiellement sécuriser une source d'approvisionnement pour cette entreprise dans le cadre de ses activités. Donc, on a là, du coup, les 2 exemples d'utilisation de nos ressources. La première qui est liée, en fait, à la raison de l'acquisition de la ressource, comme l'a dit Agnès, pour alimenter des programmes de sélection variétaux. Et puis ensuite, cette collection est conservée et peut être à nouveau réutilisée pour complètement autre chose, d'autres types d'entreprises, d'autres types de structures et d'autres types d'utilisation. Donc voilà pour les ressources génétiques et puis les ressources botaniques. La dernière catégorie, donc, c'est les plantes menacées et plantes messicoles. Donc, comme l'a dit Agnès, on a un jardin de présentation et de conservation de taxons menacés, rares ou protégés, principalement d'Île-de-France quand même, voilà, qui sont conservés et qui sont en lien avec une publication qui a été éditée par le conservatoire sur ces espèces-là. Et aussi, le conservatoire a mené des travaux sur les plantes messicoles d'Île-de-France. Et donc, on a également des accessions sous forme de semences de plantes messicoles d'Île-de-France. Donc, je vais redonner la parole à Agnès qui va vous présenter les modalités d'accès finalement à toutes ces différentes collections pour savoir comment vous pouvez les acquérir. Voilà, du coup, pour aborder les modalités d'accès, je vais commencer par l'aspect un peu réglementaire. Vous n'êtes pas sans savoir, donc l'accès aux ressources phytogénétiques dans le monde aujourd'hui est régulé par principalement 2 conventions et agréments spécifiques d'application de la Convention pour la diversité biologique de Rio,
qui sont le TIRPA et le protocole de Nagoya. Donc, le TIRPA qui s'intéresse plutôt à l'accès aux ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture, et le protocole de Nagoya aux autres ressources phytogénétiques. Donc, en fait, les PAM se situent plutôt dans le champ d'application du protocole de Nagoya, puisque, en fait, il y a très peu de PAM qui se retrouvent définis comme ressources phytogénétiques pour l'alimentation et l'agriculture. Donc, nous, étant en Europe, ça va être le règlement UE 511-2014 qui va permettre l'application du protocole de Nagoya. Donc, mais en plus, comme on est en France et que la France fait partie des pays qui ont choisi de faire une loi spécifique d'application, une loi nationale d'application, qui est la loi pour la reconquête de la biodiversité et des paysages. Donc le protocole de Nagoya est traité dans le titre 5 de la loi. Donc on a en plus cette loi qui s'applique pour les ressources génétiques d'origine française. Donc un des avantages pour vous de venir vous fournir chez nous, c'est que étant complètement visé par Nagoya, puisqu'on a des collections de PAM, dont une partie des collections sont destinées à fournir des programmes de R&D, donc on est vraiment dans le champ d'application. Ça m'a amené à me former sur le sujet Nagoya et à siéger dans certaines commissions au niveau des ministères sur le sujet. Donc je suis membre de la section ressources phytogénétiques du CTPS, donc le comité technique permanent de la sélection, qui est une émanation du ministère de l'Agriculture et qui conseille le ministère dans les réglementations relatives aux ressources phytogénétiques. Donc ça m'a amené à suivre de près l'application du protocole de Nagoya. Et j'ai aussi siégé dans des commissions mixtes entre les partenaires privés et les partenaires publics sur l'application en France du protocole de Nagoya. Donc c'est-à-dire que si vous vous fournissez chez nous, on peut aussi vous conseiller sur comment bien être dans les clous par rapport à l'application de cette loi. Et s'il y a des doutes, on a aussi les interlocuteurs de référence au ministère, les personnes ressources avec lesquelles on est en lien. Donc concrètement, pour les collections du conservatoire, en fait, j'ai fait un petit arbre de décision pour savoir comment s'appliquait le protocole de Nagoya. Et finalement, la première question qu'on se pose, c'est est-ce que l'origine de l'accession est connue ou inconnue ? Parce qu'en fait, nous, ça fait depuis 30 ans qu'on existe et on n'a pas un système de traçabilité depuis 30 ans. Ça fait plutôt depuis la dernière dizaine d'années qu'on a commencé à avoir un bon système de traçabilité. Ce qui fait que pour un certain nombre d'espèces, en fait, on multiplie des lots ici chez nous. Mais le premier lot, la première accession, c'est pas forcément d'où elle vient. Et donc, quand on se retrouve dans ce cas de figure-là, j'ai eu encore hier la confirmation du ministère de l'Environnement, mais l'accession est hors champ de Nagoya, donc il n'y a pas de mesure d'accès, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, on peut mener des travaux de recherche sans avoir besoin de faire les déclarations et les demandes d'autorisation. Quand l'origine de l'accession est connue, alors on peut distinguer deux cas. Soit l'accession est issue de prospection en France, auquel cas la France est considérée comme le pays fournisseur, donc il faut faire les formalités, déclaration ou demande d'autorisation auprès du ministère de l'Environnement. Ou alors l'accession est issue d'un jardin botanique, soit qui ne précise pas de mesures d'accès spécifiques, auquel cas il faut voir avec le pays du jardin botanique quelles sont les modalités de respect de Nagoya, s'il y en a. Et soit est issu d'un jardin botanique qui détaille des mesures d'accès. Dans ce cas-là, il faut prendre contact avec le jardin botanique et respecter les modalités du pays fournisseur, enfin du pays du jardin botanique. Après, au niveau de la fourniture des accessions, il y a aussi le sujet du tarif. Donc là, on a deux cas de figure. Soit la plante figure au catalogue de vente de semences et plants issus de nos collections botaniques, donc auquel cas, là, c'est simplement un tarif catalogue. Mais si elle figure au catalogue des ressources génétiques ou des plantes menacées, on a un tarif fixe de 350 € l'accession. Et après, on peut vous envoyer les accessions sous forme de boutures, de plants ou de semences en fonction de vos besoins. Et l'avantage, c'est que comme on a ces collections qui sont en partie conservées sous forme de plants,
dans les jardins ou alors pour les parties de conservation dans des pots sous serre ou en plein champ. On peut, si vous avez besoin de matériel frais, on peut en avoir sous la main. Donc voilà, c'est fini pour cette présentation. On vous remercie de votre attention et puis j'ai rajouté nos adresses mail à Sophie et à moi si vous avez des questions, le lien vers le catalogue de semences et plants et pour les autres catalogues, ils sont disponibles sur demande par mail. Voilà, donc si vous avez des questions ou des remarques, on peut discuter de tout ça. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que vous avez des questions? Vous pouvez les mettre dans le chat et on les retransmet. Moi, j'avais une question par rapport aux conditions de croissance des plantes qui peuvent être assez différentes. Par exemple, vous avez parlé d'Edelweiss qui pousse plus en altitude avec des hivers assez froids. Comment est-ce que vous faites pour gérer la culture de toutes ces plantes sur un espace assez restreint finalement? Alors, quand on a des espèces qui nécessitent des substrats spécifiques, donc où là, c'est vraiment des caractéristiques de sol et de substrat, on essaye d'y répondre. Donc, soit en faisant des fosses dans nos parcelles en plein champ, comme par exemple pour l'Arnica des montagnes, où on a fait une fosse avec de la terre de bruyère pour essayer de répondre au mieux à ses besoins. Quand c'est plutôt des caractéristiques climatiques et du coup d'environnement extérieur, je dirais qu'on tente le coup en implantant l'espèce chez nous et puis on voit comment elle se développe. Là, pour l'exemple de l'Edelweiss, elle s'est relativement bien acclimatée et on arrive à avoir des plants qui se développent tout à fait correctement ici sous nos altitudes et nos climats. Après, il y a également des espèces d'origine tropicale où là, on a un module de serre qui a encore un petit peu de chauffage et qui permet de les conserver du coup en conteneur. Ok, merci. Sinon, on se demandait par rapport à l'analyse phytochimique, est-ce que vous avez des méthodes d'analyse en interne ou bien est-ce que vous faites appel à des laboratoires de l'extérieur? Comment ça se passe? Est-ce que vous en faites ou pas? En fait, du coup, on a en interne la possibilité de réaliser des distillations, donc pour juste l'extraction d'huile essentielle. Et après, en fait, on travaille avec le laboratoire de l'ITEPMAI, qui est un laboratoire phytochimie spécialisé sur les PAM. Alors, on a quelques commentaires dans le chat. Ouais. Du coup, Sophie, tu veux répondre à la question? Ouais, j'y réponds. Donc, quand il s'agit de genres ou d'espèces différentes et où, grâce à des recherches bibliographiques, on sait que les hybridations sont assez faibles naturellement, on les laisse en plein air, il n'y a pas trop de soucis. Par contre, effectivement, quand il s'agit principalement des collections génétiques, pour lesquelles on a vraiment besoin de spécifier l'authenticité au niveau de l'espèce et notamment, je pense à la collection de basilic où c'est des espèces annuelles qui sont conservées uniquement sous forme de semences. Là, au niveau du renouvellement ou de la production de semences, on est obligé de faire des isolats et donc de choisir une année où on ne met en culture qu'une seule espèce de basilic pour être certain qu'il n'y ait pas de croisement possible. Donc voilà, au moment de l'établissement du plan de la grande collection qui varie chaque année avec l'apport de nouvelles espèces ou des renouvellements, on vérifie bien que pour les espèces où il y a des risques d'hybridation assez faciles entre espèces, on n'ait qu'une seule espèce pour éviter justement ces croisements-là. Du coup, je vais répondre à la question sur le protocole de Nagoya. Donc, est-ce que le principe du protocole de Nagoya s'applique aussi au conservatoire? Si oui, sous quelle forme? Eh bien oui, en fait, le protocole de Nagoya, il s'applique à partir du moment où on mène des programmes de R&D
sur des plantes. Donc en fait, nous, il ne s'applique pas directement à nous parce qu'on ne fait que conserver. On ne fait pas le programme de R&D. Mais par contre, il s'applique aux personnes qui se fournissent chez nous quand ils veulent mener des programmes de R&D. Donc c'est pour ça qu'on s'est formé sur tout ça. Ah oui, je suis bien d'accord. Le budget, il est très limité pour tout ce qu'on fait. C'est un peu le problème. On a en fait, on a 7 permanentes dans l'équipe, mais il y en a une à plein temps qui est sur la partie touristique et en fait, finalement, sur la partie technique, sur le terrain, il n'y a que 3 permanentes, dont une qui est à temps partiel. Je complète juste là-dessus, c'est qu'en fait, justement, là, on est une association, en fait, et du coup, ce qu'on aimerait, c'est que le conservatoire soit un peu reconnu d'utilité publique, parce qu'en fait, ces conservations de ressources génétiques, c'est assez mal reconnu et très mal financé. Vous savez très bien qu'on fonctionne essentiellement maintenant sur des appels à projets sur 4 ans ou 5 ans, et c'est pas du tout adapté à ce type de travail de conservation des collections, et ça pose effectivement des gros soucis pour pouvoir pérenniser ces collections sur le long terme, sur les investissements, etc. Voilà. Il y avait une question aussi, je ne sais pas, Agnès ou Sophie, sur les massicottes. Elle est passée avant le nombre de personnes et le budget. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Je ne sais pas ce que c'est, les massicottes. Attendez. Voilà, j'ai la même réponse qu'Agnès. Je suis un peu perturbée par cette question. Je voulais dire messicoles. Ah, d'accord, les messicoles. Ça a été corrigé, autocorrigé. D'accord. Alors effectivement, on avait lancé une parcelle de présentation de plantes messicoles d'Île-de-France dans le jardin et on l'avait associé avec les plantes de culture, les plantes un peu hautes finalement de ces messicoles. Sinon, je crois que pour la plupart des autres, elles avaient été prélevées directement dans la nature. Et au niveau de favoriser la germination en les cultivant avec les poissés, je n'ai pas de réponse à ça. C'est vrai qu'on a des taux de germination sur ces espèces-là qui sont plus faibles que sur les autres espèces de nos collections et du catalogue. Mais je n'ai pas suffisamment creusé la question et je n'ai pas trouvé de solution actuellement pour favoriser cette germination. Donc, je garde cette question en tête pour me renseigner et creuser un peu plus. Pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Je sais que pour les nigelles, par exemple, c'est difficile à faire germer. C'est pour ça que je vous posais la question. D'accord. Effectivement, sur certaines nigelles, on a principalement Nigella sativa, Nigella damascena qui ne sont pas forcément des messicoles, qui germent un petit peu mieux. Et on a fait un essai cette année sur une autre nigelle de plantes messicoles. Et bon, c'était pas la pire. Au niveau de la germination, ça allait encore. Pour compléter par rapport à ça, en fait, les messicoles, c'est pas forcément qu'il faut les cultiver avec des poacées, mais c'est que c'est des plantes adventistes, des moissons, c'est-à-dire qu'elles poussent sur des terrains qui sont très remués, bouleversés et tassés, et de manière souvent annuelle. Donc en fait, le fait qu'elles germent peu, c'est aussi lié à leur stratégie de dissémination, c'est-à-dire que souvent elles font énormément de graines qui vont peu germer, puis qui vont rester longtemps dans le sol. Donc après, nous, en fait, nos missions, c'est pas forcément de les cultiver, de les faire germer. On en a récolté certaines qui étaient rares et menacées, et on travaille plutôt avec des associations qui font de la revégétalisation ou des réimplantations de messicoles, de bandes enherbées, qui vont ensuite semer en sauvage. Et là, on a aussi un programme depuis 2 ans, on vous en a pas parlé, mais d'amplification de taxons menacés avec le Conservatoire botanique national du bassin parisien, où là, justement, pour le coup, on essaie de remultiplier des lots de semences pour que le CBN puisse les semer dans la nature. Je reprends le fil des questions du coup. Il y avait une question sur comment traitez-vous avec les instituts à l'étranger? Ont-ils des tarifs plus élevés? Alors, institut, je ne sais pas si c'est la question des instituts techniques ou si c'est par rapport au... Non, c'était plus général, d'une manière plus générale. Comment est-ce que vous traitez vos relations avec, que ce soit des instituts de recherche ou des instituts techniques, voire même des entreprises qui seraient à l'étranger? Il n'y a aucune différence avec les entreprises ou les instituts français.
Nous, en fait, on est plutôt généralement en contact avec l'ITEPMAI qui, lui, a plus les moyens et les missions de traiter avec d'autres structures, d'autres instituts techniques à l'étranger. Mais du coup, ça peut arriver que par le biais de l'ITEPMAI, on soit en lien avec des structures. Mais pour le moment, on est dans des boucles de projets européens, mais on part pas dedans trop parce qu'on n'a pas les fonctions support et les épaules au niveau administratif et en termes de trésorerie pour partir sur des projets comme ça. Donc on reste quand même pas mal au niveau national. Après, on a des échanges avec les jardins botaniques au niveau international. On fait partie du réseau des jardins botaniques, donc on a 200 correspondants. Donc là, c'est des échanges gratuits en fait, avec un système d'index séminum qu'on s'envoie chaque année. Et donc pour la question des tarifs, je sais pas trop parce que justement en fait ça fait peu de temps que nos financements publics sont vraiment remis en question. Et donc là, on commence à trouver une autre stratégie pour faire financer la conservation. Et donc la question tarifaire, on se la pose juste depuis l'année dernière. Mais donc je sais pas, si vous avez des informations sur les tarifs, c'est toujours intéressant pour nous. Mais en fait, c'est rare les structures comme nous qui fassent de la conservation quand même parapublique, mais tout en étant vraiment privées. En général, c'est plutôt des CRB, enfin pour la France, après pas pour l'intérieur, mais c'est plutôt quand même, j'ai l'impression, des structures qui sont subventionnées et du coup qui ont moins le besoin à travers leurs tarifs de financer leur activité. Est-ce qu'il existe des structures pour les plantes des dom-toms? C'était une des questions qui était posée, une structure similaire au conservatoire, mais pour des plantes plutôt... Il y a une structure similaire à l'ITEPMAI, c'est l'Odéadom, il me semble. Je crois qu'il s'appelle... Attends, ah non, il s'appelle... Je me souviens. Ouais, il y a un institut technique, mais il y en a, Ouais. je me demande s'il y en a pas plusieurs, s'il n'y en a pas deux, mais je ne saurais pas les noms, effectivement. En tout cas, l'ITEPMAI est dans le conseil scientifique. Et après, je crois qu'il y a des conservatoires qui sont en train de se monter de PAM, mais je sais pas. Parce qu'après, il y a le conservatoire botanique des Mascareignes, etc. Mais est-ce qu'ils font vraiment de la conservation de semences? Très probablement, mais par contre, ils ne font pas de la production de plants comme vous pouvez le faire, je pense. Ils doivent faire peut-être de la conservation de semences comme tous les conservatoires botaniques nationaux, mais je ne pense pas qu'ils soient orientés comme vous sur comment dire, la production de plants et la fourniture de plants. Je n'ai pas suivi le reste des... Alors, soutien par fondation, université. Nous, le problème, c'est que comme on est une association et qu'on est pour financer nos activités, en complément des subventions, on a développé des activités commerciales, donc la vente de semences et plants. Donc du coup, on ne peut pas bénéficier de mécénat parce qu'on est fiscalisé. Donc c'est mon sujet de cette année. Est-ce qu'une entreprise peut exiger l'exclusivité d'accès à l'un de vos matériels génétiques? Ça ne s'est pas encore proposé. Je pense qu'on en discutera quand ça arrivera. C'est pas trop l'idée, mais bon, ça dépend à quel prix. Tu n'avais pas eu le cas justement quand même là sur des gens qui voulaient effectivement, en tout cas qui voulaient accéder, ça posait des soucis avec Nagoya justement. Ouais, et on s'était dit que... Et où ils voulaient quand même une certaine... et demandaient une certaine exclusivité, non? Il me semble quand même oui, que ça s'est... En fait, la cas. question s'est posée et je me souviens qu'on a conclu, si ça permet de financer les activités et de ne pas disparaître, c'est quand même mieux. Donc on pourrait accepter. Pour la conservation et la multiplication in vitro, on a commencé pour les menthes parce qu'on avait des phénomènes de dépérissement, enfin de dégénération plutôt, et dégénérescence. Et du coup, là, on a fait pour 5 clones de menthe qu'on diffusait beaucoup. Et là, on est en lien avec une entreprise privée qui pourrait nous faire du mécénat de compétences en nous aidant à régénérer in vitro notre collection de menthe. Mais c'est juste pour la menthe qu'on envisage ça pour le moment.
Et ce n'est pas du tout des choses qu'on fait en interne. Là, pour les 5 menthes poivrées qu'on a déjà fait régénérer, on est passé par une entreprise spécialisée dans ce genre de service. On n'a pas du tout ni les structures et les investissements, ni les connaissances humaines et techniques pour réaliser ça en interne, quoi. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Ou si on clôt. Par rapport aux quantités dont vous disposez, est-ce que vous arrivez à suivre les demandes et comment vous gérez l'adéquation entre ce que vous produisez et les demandes? Est-ce qu'il faut s'y prendre longtemps à l'avance? Alors, au niveau de la fourniture de plants et semences disponibles au catalogue, donc, qui est publié chaque année, les semences sont disponibles toute l'année. Donc, en m'adressant une demande de devis, je réponds en fonction des stocks disponibles. Et chaque année, on prévoit les récoltes à effectuer, les implantations de pépinières de semences à effectuer en fonction de l'état des stocks et un petit peu des tendances de demande qu'il peut y avoir. Pour les plants, on fonctionne avec un système où on produit uniquement ce qui a été commandé. Donc, on demande à nos clients de nous adresser leur demande de devis en début d'année, jusqu'à la mi-mars, dernier délai. Et puis ensuite, on produit exclusivement ce qui a été commandé, parce qu'avec les moyens humains qu'on a et la diversité des espèces, on n'a pas les capacités de produire les 700 références du catalogue avec des quantités à l'aveugle, je dirais. Et ce qu'il faut bien savoir et bien comprendre, c'est qu'on propose du matériel de pré-multiplication. Donc, c'est des quantités assez faibles et notre spécificité, c'est d'offrir une diversité assez importante, mais avec des quantités qui peuvent être parfois limitées, notamment sur les semences ou pour certaines espèces, on n'a que quelques grammes qui sont en stock. Donc, effectivement, pour répondre à la question, pour des grosses commandes, il vaut mieux s'y prendre longtemps à l'avance, voire essayer de construire un contrat spécifique de culture. C'est des choses qui peuvent être éventuellement envisagées pour répondre à des gros besoins très spécifiques. D'accord, merci. Une fois. 2 fois. 3 fois, adjugé vendu. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure le webinaire. Je voulais juste conclure aussi, c'est que voilà, si vous passez finalement en banlieue parisienne, vers Amilly, à l'occasion de vos déplacements, n'hésitez pas du coup à aller visiter le conservatoire, hein, il y a un musée, une zone muséographique, et puis bien sûr les jardins qui sont plus jolis à partir du printemps, mais voilà, vous pouvez bien sûr visiter et ça vous permettra de rencontrer Agnès ou quelqu'un d'autre du conservatoire qui pourra vous renseigner si vous êtes intéressé. Voilà. Donc n'hésitez pas en tout cas à venir. Hein? Oui, je dis oui, n'hésitez pas, vous avez mon mail. N'hésitez pas à venir visiter le conservatoire, c'est un très joli endroit. Et puis merci en tout cas à vous. Je rebondis là-dessus pour vous inviter aussi à nous contacter par mail pour toute demande de matériel végétal que vous pouvez avoir. Tout n'est pas visible et forcément disponible. Donc, comme l'a dit Agnès, envoyez-nous un petit mail et puis on regarde comment on peut vous aider au mieux en fonction de l'état de la collection et des accessions qui sont disponibles. Merci beaucoup pour toutes ces informations. Du coup, merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Bon après-midi, au revoir. Allez, bon après-midi, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.